Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et donc, bienvenue dans notre émission sur les sentiers de l'étrange, que j'ai toujours grand plaisir de co-présenter avec mon ami Christian Jacatar. Alors je rappelle, il est romancier, historien, cinéaste et surtout cinéphile également. Alors Christian, bonjour. Bonjour Georges, plaisir partagé, tu le sais. Je le sais, vraiment ravi de te retrouver pour une émission exceptionnelle avec un invité exceptionnel, je dois vous le dire. Il a passé sa vie au cœur des plus grandes affaires criminelles françaises, du gang des postiches à Guy Georges, de l'attentat de Port-Royal à l'affaire Mera, policier d'élite, décoré de la Légion d'honneur. Il a été un des grands flics du 36 quai des Orfèvres. Il a terminé sa carrière en tant que au poste de chef de cabinet du directeur général de la police nationale. Mais, ce que l'on sait moins, c'est qu'au-delà du flic redoutable, il y a aussi un homme doté d'un don singulier, celui de soigner. Oui, vous m'avez bien entendu. Celui de soigner, d'apaiser, de guérir. On l'appelait le flic guérisseur. Et d'ailleurs, il a utilisé son intuition et son magnétisme là où personne ne les attendait dans les enquêtes comme dans la vie. Et d'ailleurs, dans son livre « Flic guérisseur », il raconte son parcours, ses intuitions, ses secrets et sa devise qui résume tout, servir et guérir. Nous sommes très honorés, très heureux d'accueillir Christian et moi-même, Monsieur Robert Martin. Monsieur Martin, bonjour. Bonjour à vous deux. Merci et quel éloge vous me faites. J'en suis tout retourné, ça m'émeut. Non, je suis un flic ordinaire. Je suis un flic ordinaire qui a vécu... Dans des situations extraordinaires. Peut-être, mais qui a eu la chance de vivre des moments particuliers, importants, qui sont repris et qui sont dans la mémoire des Français, et d'être là au bon moment, voilà, comme une multitude de collègues. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation au nom de Radio Axe Sud. Et je souhaiterais également remercier votre attaché de presse, Martine Seigneur, qui a fait le lien entre les auteurs, les médias, le public. Qu'on a rencontré il n'y a pas très longtemps. Absolument. Ouais. Donc, Robert Martin, avant de laisser le micro à Christian Jacatar, je suis persuadé que nos auditeurs et internautes sont impatients de connaître un peu votre vie. Et qui était le petit Robert Martin enfant? Alors nous, on le connaît avec Christian, parce qu'on a lu votre livre. Oui. Bon, les premières pages vous consacrez à votre enfance. Alors moi, j'ai pris une gifle, je vais vous dire. Ça a été du lourd quand même. Vous avez une enfance difficile. J'ai eu une enfance assez particulière. Je suis né dans le nord de la France. Souvent, je dis je suis né au sud de la Belgique. J'étais sur le trait au bout de la rue du village que j'habitais, où je suis né. Au bout de la rue, c'était la Belgique. Donc, c'était au plus près de la frontière belge. Je suis né dans une famille très, très, très défavorisée, où je suis arrivé au monde en étant né de père inconnu. Mon père géniteur a pris la poudre d'escampette dès l'instant où j'ai pointé le bout de mon nez dans cette vie. Une enfance difficile, une enfance douloureuse, mais une enfance qui était également pleine d'amour, pleine de tendresse, tout cet amour et cette tendresse était un pilier important dans ma vie, qui était ma grand-mère maternelle, et qui m'a accompagné, qui m'a permis d'être, je pense, qui a permis d'avoir le ciment de l'homme que je suis, et que je suis devenu et que je suis encore. Des racines solides. Des racines solides, quelque chose de puissant, d'ancré à la fois dans le sol, mais d'avoir accès au ciel aussi, à l'inconnu. D'avoir les deux pendants, avoir quelque chose qui... J'ai su très tôt ce qu'était la vie terrestre par les nombreux événements douloureux qui ont émaillé ma
mon enfance, mais très rapidement, ça m'a permis aussi de découvrir qu'il y avait autre chose. Donc c'est cette particularité d'être à la fois ancré, mais très aérien également, très Côté éthéré. spirituel. Côté spirituel. Christian, je te laisse le micro. Oui, alors moi, j'ai été surpris quand même par les événements qui ont émaillé, même si finalement vous n'en décrivez que très peu, mais il y a eu quand même des événements exceptionnels. Votre mémère, elle a été foudroyée. Ouais. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et elle a une marque, vous dites un éclair sur le bras. Elle a la marque, enfin moi je ne l'ai pas vue, hein, donc ce sont des témoins oculaires qui racontaient ça et qui me l'ont raconté après. Elle avait la marque de l'éclair. Mais est-ce que c'était réellement un éclair déjà, selon vous? C'était un éclair. C'était un éclair. Ouais. Pour moi c'était un éclair. Ce signe sur le bras. Ce signe, c'était la forme de la foudre qui tombe. Ah oui, et donc elle est sortie par les bras. La forme de la foudre, c'était pas le Z de Zorro ou de Flash, c'était pas ça, c'était vraiment la photo de la foudre. Mais que la foudre tombe sur une personne qui avait déjà des dons naturels, barrer le feu, soulager comme vous le faites aujourd'hui, c'est quand même déjà extraordinaire, c'est un événement quand même extraordinaire. C'est un événement qui touche le côté extraordinaire de la vie, mais est-ce que tout simplement, est-ce que la vie n'est pas extraordinaire? Bien sûr que si. Et il y a un autre événement qui m'a vraiment très étonné, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai vécu la même chose, hein, je ne peux pas le cacher. Vous dites avoir vu 3 humanoïdes. Oui. Or moi, dans ma chambre, j'ai vu 3 humanoïdes. Les vôtres, ils étaient comment? Ils étaient il y avait une couleur, un halo d'une couleur bleue. Comme pour les miens. Comme quelque chose de très doux. Et, de décrire leur visage, c'est impossible, c'est quelque chose de... Trop flou. C'est pas flou, c'est presque... C'est bien réel ce que j'ai vu, et j'aurais presque envie de dire c'était irréel d'arriver à mettre un terme sur leur visage qui était plein de douceur et d'amour. Mais je dis vraiment l'amour. Vous pourriez les qualifier, vous êtes humanoïdes, mais oui. Est-ce que par exemple ça ressemblerait à ce qu'on dit des gris aujourd'hui? Ou alors est-ce que vraiment ils avaient des visages humains? Non, il y en avait un qui n'avait pas de visage humain et les 2 autres avaient plutôt des visages humains. Mais il y en avait... C'était quelque part 3 personnes différentes qui venaient d'un monde qui existe pour moi, mais qui il venait pas du même endroit. Donc déjà dans votre enfance, il se passe quelque chose quand même. On peut pas dire que tout le monde croise ce genre de personnage. C'est pas anodin. Est-ce que vous pensez que quelque part, dans une zone parallèle, on va dire, hein, il s'est passé quelque chose entre votre ascendance, votre mémère et vous, qui peut-être vous relie déjà à l'au-delà ou à ce qu'on pourrait appeler l'au-delà, même si c'est pas franchement l'au-delà? C'est indéniable qu'il y a un lien, pour moi c'est indéniable. Maintenant, donner des termes à tout ça, souvent je dis les mots ici sur Terre sont trop réducteurs. Oui, complètement. Et le fait de nommer quelque chose, ça le réduit à une expression pour que notre cerveau le comprenne. Oui, on est trop binaire. Alors que, on est trop cérébral, je pense. Ouais. Et dès l'instant où on se laisse aller et qu'on s'autorise à s'ouvrir les perceptions que je me suis autorisé d'ouvrir et qui viennent plus d'une notion du cœur que du cérébral. Pour moi, la conscience n'est pas au milieu du cerveau, la conscience, elle est au niveau du cœur. Et souvent, je rapporte ça en disant, mais quand on prend, dès l'instant où on s'est aperçu que la première cellule que l'homme humain crée, enfin que les humains créent au moment de la fécondation, la première cellule, c'est le cœur. La première cellule, c'est le cœur. Et tout est là, tout est dans le cœur. Je donne comme exemple en disant, mais toute l'information démarre de notre cœur. Essayons d'aller voir plutôt que de chercher dans notre cérébral, essayons de trouver, et c'est un défi que j'en ai parlé autour de moi à des scientifiques, essayons de trouver, mais
qu'est-ce qui régit ce cœur? Parce que le cœur commence à battre avant le système On dira nerveux. que ce n'est qu'un muscle. Oui, mais il le bat. cœur. Qui pompe le sang. Fais gaffe, tu prends mon rôle, là. Mais Tu prends mon rôle, hein. je ne veux pas m'immiscer dans l'attribution de... Non, voilà. je ne me permettrai pas de... Non, mais on rigole. On rigole absolument. Non, mais c'est ça aussi. Donc, Oui. arriver à... Mais vous savez qu'en Inde, par exemple, on n'a pas de préférence pour le cerveau, pour le cœur, pour l'estomac, pour le sexuel même. En fait, pour eux, ce sont des centres d'énergie. Oui. Hein, bon, Mais voilà. pour moi, le premier centre d'énergie, c'est le cœur. C'est le cœur. Tout à fait. Voilà. Et en partant de cette énergie cœur, bah, vous vous autorisez à tout, quoi. Et moi... Alors, est-ce que ça a dicté votre parcours depuis votre enfance, en fait? Oui, et comment vous avez découvert ce don, au départ? Et cette, Alors, cette valeur du cœur. ma grand-mère m'a fait découvrir, m'a autorisé à aller là. Je ne le dis pas dans le livre, mais elle m'a... Je le dis dans le livre, j'ai été élevé dans l'éducation chrétienne, catholique. Oui. Je suis allé à Communion. l'église, j'ai fait la communion, les confessions. Oui. J'ai eu accès à tout le processus chrétien et catholique que je suis encore. Mais ma grand-mère, qui était très croyante et très, très chrétienne, m'a toujours dit, mais va voir derrière le rideau rouge qui est derrière la nef. C'est-à-dire, elle me donnait l'autorisation d'aller voir au-delà de l'apparence. Au-delà de l'apparence. Tout à fait. Et d'aller voir le subtil qui est derrière. Et ça, je l'ai eu, mais très tôt, cette notion de s'autoriser à aller voir derrière. Et quand je raconte dans le livre l'histoire des trois visages qui apparaissent à la fenêtre, et je le raconte à ma grand-mère, j'ai encore son visage devant les yeux quand je lui raconte ça, et qu'elle est là, et elle me dit « Quelle chance tu as eu de voir, quelle chance tu as d'avoir accès à ça. » Oui, oui, oui. Comme si elle n'avait a raison, pas, elle a raison. comme si elle n'avait pas pu avoir accès à ça, Parce malgré que toute c'est sa croyance extraordinaire, et Parce toute que sa foi. voir ça, enfin, je parle pour moi aussi, hein, voir ça vous fait comprendre qu'en fait, notre monde ne se limite pas à ce que nous voyons, Ah non. et notre univers ne se limite pas à ce que nous croyons. Si je peux me permettre, je reprends dans le livre et je dis très bien, je sais que je suis dans un monde, mais je ne dis pas que c'est le monde. Oui, il y a une différence. Je suis dans un monde, Tout je à ne fait. dis pas que c'est le monde. Mais je crois à ce monde, mais il y a autre chose. Alors- Il faut admettre qu'il y a autre chose. Vous auriez pu être donc chercheur, prêtre, en fait tout sauf flic finalement. Donc ça, c'est la vie qui vous a porté vers ce métier-là. Oui, et pour quelle raison? Et pour quelle raison? Intéressant. Pour quelle raison je suis Là, on va devenu recentrer sur Ouais, la partie terrestre, pourquoi- flic. terrain. Pourquoi je suis devenu flic je sors Policier, on va dire. policier. Je sors de l'école. Je suis titulaire d'un certificat d'études primaires et d'un CAP comptable mécanographe. C'était pas mal à l'époque déjà. Oui. Ouais, enfin, Ah oui, c'était pas mal. oui, c'était pas mal. Bref, début des années 70, les plus anciens se rappellent peut-être, mais c'était le premier crash pétrolier en 73 et Tout à la fait. chute et l'État français prend une claque. Donc, il y a une désindustrialisation de tout et ainsi de suite. Donc, je me retrouve au chômage pendant 6 mois. Et n'ayant pas de travail, j'ai une de mes sœurs qui était gardienne d'immeuble sur Paris, qui me dit « Mais moi, je connais des juges et on peut peut-être te faire entrer au tribunal de police de Paris. » Et via un juge d'instruction, un juge retraité, il m'a fait rentrer en tant que vacataire au tribunal de police de Paris. Au plus bas donc de la fonction. Le plus bas possible. ouais, c'est ça. Donc, Pousser des chariots, je c'est poussais ça. des chariots de Ouais. dossiers dans la cour du palais de justice et je dépendais du tribunal de police de Paris. Et là, au tribunal de police de Paris, il y a ce qu'on appelle le parquet du tribunal de police de Paris qui était constitué à l'époque essentiellement de fonctionnaires de police. Et là, je découvre un monde de la police. Et je découvre que dans les policiers, on peut devenir enquêteur de police.
il n'y a aucun diplôme requis, parce que pour devenir avant-gardien de la paix, il fallait au moins avoir le bac. C'était à l'époque où il fallait le bac pour être gardien de la paix. Mais c'est pas inspecteur, donc. Pas inspecteur. Voilà, parce qu'inspecteur, à l'époque, il fallait un diplôme déjà. À l'époque, il fallait une licence, si mes souvenirs sont Je le sais bons. parce que j'ai tenté de concours. Voilà. Et donc, je me dis, bah tiens, voilà une voie d'accès, rentrer en tant qu'enquêteur de police. Et puis, les histoires qu'on me racontait me plaisaient. Il y avait de l'humain, il y avait de tout ça. Je pars au service militaire. Je fais mon service militaire en gendarmerie. La gendarmerie me demande si je veux pas rester au sein de la gendarmerie. Ce que je refuse parce que j'avais passé le concours d'enquêteur de police et que j'étais admis au concours. Et c'est tout simple, je suis rentré en tant qu'enquêteur de police. J'ai la particularité de ne jamais avoir porté d'uniforme, si ce n'est les uniformes d'intervention, enfin les tenues d'intervention au moment de lors de mon affectation à la brigade de recherche et d'intervention à Paris, à la BRI, où là j'avais une tenue d'intervention, mais sinon je n'ai jamais porté l'uniforme, j'ai toujours travaillé en civil, vu que j'ai toujours été dans l'investigation policière de la police judiciaire. Et justement, est-ce que votre intuition vous a aidé dans les enquêtes? Elle a favorisé la résolution de certaines affaires. Surtout, je le répète à chaque fois, mais j'y tiens, c'est pas Robert Martin qui résout une affaire, c'est un groupe. Robert Martin fait partie d'un groupe. Oui, c'est une équipe. C'est une équipe. À chaque fois, dans la police nationale ou dans tous ces métiers, la personne qui se prévaut en disant « je », s'il dit trop « je », c'est un menteur. Il faut s'en méfier. On ne peut pas dire « je ». C'est nous. On est une équipe et on a résolu une affaire. Après que oui, mais vous aviez un don. Au sein de cette équipe, Georges, au sein de cette équipe, si vous permettez, j'avais une capacité peut-être certaine à détecter des choses. Et surtout, comme je vous disais précédemment, je fais confiance à mon cœur et je fais confiance à mon intuition. Et mon intuition, elle ne se trompe jamais. Est-ce que l'intuition, ça on en a discuté déjà parce qu'on a reçu Patrick Mareza, on le salue. L'intuition, est-ce qu'elle n'est pas aussi faite de l'expérience? C'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup d'expérience professionnelle, il va peut-être analyser autrement les choses parce qu'il a derrière, dans l'inconscient, dans son vécu, la matière où puiser cette chose-là. Alors, moi, j'ai vraiment essayé de comprendre de ce qu'était l'intuition, où elle se situait. Pour moi, l'intuition, pour moi, quand vous avez une information qui émane d'une situation qui vous arrive, vous avez une information, vous faites des rapprochements et ainsi de suite, ça c'est de l'intellect. Ou vous avez une information par rapport au lieu où vous êtes, c'est de l'intellect. En revanche, vous rentrez dans une pièce et vous dites, tiens, lui, c'est lui parce que telle raison, un fait précis que vous ne pouviez pas savoir avant. Ça, c'est vraiment de l'intuition. Généralement, ce qui vient de l'intellect reste vague. C'est pas de la communication non verbale. C'est-à-dire que la personne qui est en face de vous va commencer à transpirer, il ne va pas vous regarder dans les yeux. Là, c'est l'intellect. Là, c'est de l'intellect. Dès l'instant où vous rentrez, qui commence à trembler, ou vous vous approchez d'une zone et il commence à flipper, il essaye de vous faire revenir en arrière. Ça, c'est de l'intellect. Vous faites bien la distinction entre ça. Et en revanche, je vous redis, dès l'instant où vous rentrez dans la pièce et vous dites « Ah, c'est bon, c'est lui », vous racontez d'ailleurs 2 ou 3 histoires comme ça. C'est vraiment de l'intuition. Et sur une scène de crime, là, lorsqu'il y a un cadavre, là on reste au niveau de l'au-delà. Est-ce que, en tant que médium, je ne sais pas si vous êtes médium. Je ne me qualifierais pas de médium. La médiumnité est particulière. Que j'ai certaines informations qui me viennent parfois, oui. Est-ce que vous avez vu une âme, un truc spectral J'oublie pas que vous dites que vous percevez des odeurs. Oui. Donc ça, c'est plutôt du domaine de la médiumnité. Eh oui. Je dis, c'est peut-être du domaine de la médiumnité, mais encore une fois, je ne me dis pas médium. On est bien d'accord. Oui. Je ne suis pas là pour... Il fallait le préciser. Je bricole, mais je ne suis pas menuisier. Voilà, je monte des murs et je ne suis pas maçon. Voilà, c'est ça. Voilà, mais c'est... Voilà, je sais faire du ciment et poser des parpaings. On est d'accord. Voilà. Oui, cette notion-là, voilà. Alors... vous me parliez de scène de crime, vous vous trouvez devant un cadavre.
Là, c'est vraiment l'intellect qui a Oui. pris le dessus. Sur les attentats, je décris un attentat, l'attentat de 2017 à Port-Royal, où là, on est chargé chacun d'une zone bien particulière et on reste dans comment dirais-je, dans la technicité. On peut pas. Il n'y a pas trop de place. Il Il n'y a pas de place pour une il y a pas de- perception extrasensorielle, par Si exemple. elle arrive, Oui. il faut la noter Mm. et se dire ça va servir à quelque Ouais, chose. ouais. Cette perception doit nous servir à quelque chose d'autre, peut-être ultérieurement. Et, Ça me rappelle un passage, votre première découverte avec la mort, là. Ouais. oui, C'est glaçant, ça. bah, forcément. Quand vous marchez sur quelque chose. Oui, et après, on se Bon, on ne dit rien, on ne dit rien. non. On laisse Non, les on lecteurs. va mettre le carré blanc après. Donc, Mais Non. c'est vrai que là, on touche C'est à la- notre c'est- domaine. La notion de la mort dans la police est omniprésente. bah, complètement, oui. Mais Lorsqu'on pas que dans était la aux police, affaires, hein. lorsqu'on était aux affaires, on préconisait, on disait qu'il fallait faire des modules sur la mort. Il aurait Oui, fallu c'est vrai, faire des modules c'est un vrai, peu oui. plus Ouais. puissants sur la mort pour habituer les jeunes fonctionnaires à ce qu'est un mort. Être face Parce à que ça. Eh oui. vous avez des morts découpées, vous avez des morts éclatées, vous avez des morts en état de putréfaction. On va peut-être J'en ai passer à autre chose, quelques-uns hein. qui... Mais ça fait partie du livre, hein, aussi. Hein. Oui, oui. Alors, voilà, ça fait Vous voyez, partie. sur la mort, mon éditeur, Tigrane et Mishka, Oui. les deux éditeurs, j'avais fait un paragraphe. un paragraphe assez conséquent. Ils m'en ont fait retirer parce que c'était On les remercie. Trop trop glauque. fort. Trop glauque. On les remercie. C'est pas trop glauque. Je décrivais ce qu'était La réalité, en fait. la réalité du corps humain. Oui, oui, Tel mais enfin, que- bon, tel que- bon, tel il y a que- des âmes tel sensibles. qu'il sait. Il y a des jeunes filles dans la salle. Hein. Non, mais on doit parler oui, des, oui. des Mais- faits réels. Et ça c'est la mort. On n'en parle pas assez, je trouve. Absolument. Bon, moi- Pardon. Quand j'ai vu flic guérisseur, moi, ça m'a évoqué du Audiard, quoi. Je me dis, un flic guérisseur, C'est vrai, c'est je vrai. fais une ordonnance, et ça va être une sévère même. Ouais. Enfin bon, je pensais à ça, quoi. Je vois que vous connaissez parfaitement Ouais. vos classiques. Mais Tonton Flagueur, L'ordonnance, qui est un film ouais, c'est ça. culte. L'ordonnance, elle débouche en général sur des bourre-pifs. Hein. Ouais. Ouais. Alors des bourre-pifs, vous en avez quand même distribué quelques-uns. Hein. Mais oui, je revendique que parfois la police C'est- est obligée d'utiliser la violence, Ouais. non pas une violence gratuite. Si le policier utilise la violence, c'est qu'il y a eu forcément un acte violent vers lui. On oublie souvent... Alors je vais faire mon Allez-y. L'avocat du petit grain de diable. sel, quand même. Allez-y. À un moment où vous courez avec Sarkozy, il faut bien le dire, c'est lui Ouais. quand même, j'ai reconnu Sarkozy. De toute façon, qui c'est qui court en France comme ça à part maintenant Vous étiez le garde Voilà. du corps. J'ai été le garde du il y a- corps il y a- de Nicolas Sarkozy Oui. lorsqu'il était maire de Neuilly. Voilà, c'est ça. Il n'avait aucun- Et il y a un gars qui vous croise, ensuite il vous suit, Oui. il insulte Sarkozy, Oui. et vous vous retournez, vous lui flanquez un bourre-pif, quoi. Oui, il devenait agressif. Ah oui, oui. Il devenait agressif. Ça se discute. Moi, mon rôle à ce Ouais. moment-là, Ça se discute. mon rôle à ce moment-là est la protection de la personnalité. Oui, oui. Si je le laisse, Enfin, deux bouffes comme ça, quand même, peut-être. Non. si je le laisse frapper, la personnalité, ça, je Oui, perds toute crédibilité et mon rôle, Oui, je comprends. à ce moment-là, Ouais. je suis fautif. Ouais. Je lui ai laissé le temps de s'approcher. Il devenait de plus en plus violent Agressif, et ouais. agressif. Et Et il a effectivement, fallu le stopper, quoi. je l'ai stoppé, mais je narre cette histoire-là. Mais il y a d'autres fois où j'ai utilisé la violence et qui ne sont pas dans le est-ce livre. alors, est-ce que pour vous, la violence, l'utilisation de la violence, c'est aussi une manière de guérir la société, finalement? La violence a une... Vous êtes un gardien de la paix, Mais à l'origine. voilà. Là, vous touchez quelque chose d'important, Christian, à mes yeux, à savoir que nous utilisons trop, en France, le terme force de l'ordre. Oui, je suis bien d'accord. C'est des forces de sécurité. Oui, Et qui dit force de sécurité dit gardien de la paix. exactement. Ouais. Force de l'ordre, on voit le côté répressif. Il faut arrêter de cibler oui, c'est très important, les la mots. police Ouais. sur un côté répressif, Mm. alors qu'elle elle a autre chose. Elle a surtout la sécurité de la nation Exactement. et la sécurité des biens et des personnes.
Est-ce que donc c'est pas selon vous déjà une manière de quelque part, moi je dis guérir la société. Bon, hein. C'est-à-dire qu'il y a des éléments comme dans n'importe quel corps malade, il y a des éléments agressifs. Oui, Finalement, qui vont rendre malade le corps. Et là, on peut dire que le banditisme, c'est un peu ça, quoi. Hein. Le flic est le médecin de la société. C'est ça. Ouais. Le flic est le médecin de la société. Un des médecins, on va dire. Et un des médecins. Ouais. Comme l'enseignant est un médecin de la société. C'est pareil. Le flic que je suis, que j'étais, vous voyez le lapsus de dire je suis, mais parce que c'est ancré en moi et ça, je crois que flic un jour, flic toujours presque, on peut dire. Donc cet aspect de faire attention à la société, faire attention à l'autre, faire attention aux voisins, être attentif moi j'habite un petit village ariégeois, ben, je passe dans la rue, s'il y a une voiture qui est pas au bon endroit, je suis étonné, ça interpelle mon côté flic, de me dire, tiens, cette voiture, je ne la connais pas. Donc oui, quelque part, je viens en prévention, quelque part. Donc, le flic est le guérisseur de la société. Voilà. Moi, souvent, je dis, en tant que flic, j'ai soigné la société, en tant que guérisseur, je soigne l'âme. Est-ce qu'on peut concilier les deux ? Vous qui avez connu la violence, le crime, l'horreur, et puis le rôle de thérapeute, la douceur, la guérison. Mais on peut avoir les deux. On a les deux, forcément. Vous savez, les actes de violence et on a la chance, on n'est pas en guerre en France. Les actes de violence, c'est un acte bref. Derrière, le gars, il a été violent, mais derrière, il devient un homme. Et il comprend la douceur. C'est là c'est bien beau. Les politiques, on en parlait hors antenne, mais les politiques ils mettent des catégories, ils mettent des cases. Mais une action violente, c'est une action de quelques secondes. Oui. Bon. C'est vraiment très court. Il y a quand même des cas qui sont irrécupérables. Longtemps, oui. Irrécupérables. Ah ben, là, vous parlez d'individus qui sont irrécupérables. Mais j'ai connu Guy Georges, j'étais à la brigade criminelle lorsque Guy Georges a été interpellé et ainsi de suite. Guy Georges, c'est quelque chose d'épouvantable. Voilà, mais c'est un être humain. Dès l'instant où il a été interpellé, on ne l'a pas malmené. Il a été auditionné, il a été nourri, même s'il avait fait des actes les plus épouvantables possibles. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans votre carrière, au point de vue, Guy Georges, mais il y a eu d'autres cas beaucoup plus graves aussi. La carrière de flic est émaillée de points forts. C'est le plus fort de tout. J'ai pas de... Quelque chose qui vous a vraiment marqué Quelque chose qui m'a marqué, j'étais jeune flic, j'étais au commissariat Saint-Lambert et on nous a appelés dans le 15e arrondissement à Paris et on nous a appelés sur deux enfants qui étaient morts dans un appartement et on est arrivé et je revois les deux enfants, moins de 10 ans les deux, et ils avaient la bouche ouverte et je me suis dit, tiens, la mère, elle les a asphyxiés. Et non, parce que je croyais que c'était de la ouate, et non, c'était de la régurgence de ce qu'ils avaient avalé, et c'était épouvantable. Et en tant que jeune flic, vous voyez, cette image-là vous a traumatisé. Elle n'a pas traumatisé, mais elle m'a marqué. Vous me demandez, je suis obligé d'aller la rechercher, rechercher ça dans ma mémoire pour vous la décrire. C'est quelque chose de fort. Des cas comme ça, vous en avez... oui, je m'en doute. Sur 30 ans, vous en avez quelques bonnes dizaines. Et je suppose que vous avez aussi énormément de cas où vous avez été dans l'incapacité de comprendre, qui vous ont tellement frappé que vous n'avez pas compris ce qui s'était passé. Il y a des situations incompréhensibles. C'est ça. Où on se dit, mais pourquoi ? Oui, c'est ça. Voilà, pourquoi ? À chaque fois, c'est des cas extrêmes, mais pourquoi ? Voilà, vous êtes appelé, je suis dans le 17e, je suis appelé sur des coups de feu dans un appartement, dans une avenue chic du 17e arrondissement. On y va, les premiers intervenants étaient là et on rentre, l'appartement haussmannien et tout. On a
3 cadavres et un blessé. On comprend qu'au fil de l'enquête, le père, qui était directeur d'une belle entreprise, PDG d'une belle entreprise florissante et ainsi de suite, est allé tuer ses enfants et a tenté de tuer sa femme. Sa femme, elle s'en sort parce qu'elle a 2 rats. Vous voyez, côté extraordinaire. Ouais. Voilà, elle prend la balle dans le ventre qui lui fait éclater la rate. On se dit, elle est morte. Mais non, elle a 2 rats. Mais peut-être qu'il aurait mieux valu. Lui, il s'en tire une balle. Et Incroyable. lui, il s'en tire une balle dans la tête. Incompréhensible. Comment expliquer ça? On n'a pas d'explication là-dessus. On peut le comprendre, ça, peut-être. Je sais pas. Non. Non, je peux pas comprendre un acte C'est comme ça. d'emporter avec soi ce qu'on aime. Si Oui, mais quelqu'un de dépressif... Oui, mais là, c'est incompréhensible. Là, c'est incompréhensible. La situation était florissante, tout allait bien et tout. Apparemment. Oui. Dites-moi, donc on disait que le policier était en quelque sorte un guérisseur. Mais qui guérit le policier? Ah oui. Parce que le policier, vous venez de le dire, en fait, il est confronté à des situations qui sont terribles. Et mentalement, psychiquement, qui guérit le policier? Et ça a été un bien fou. On a vu apparaître les psychologues dans la police. Et ça, c'était un bien fou. Parce que moi, dans les années 70, fin 70, 80 et même jusqu'en 90, notre psychologue s'appelait Johnny Walker ou Clan Campbell. C'est ça, oui. Et on discutait juste après avoir découvert un cadavre, on se réunissait et on buvait un coup pour faire passer le truc. Et on racontait sous forme de blague, quelque part c'était une thérapie aussi, de pouvoir l'alcool, non, mais bon. Pas l'alcool, mais l'alcool aidait à délier les langues et à verbaliser. C'était quelque chose de nécessaire. Après, heureusement, la police s'est ouverte aux psychologues et on a vu arriver, et j'ai travaillé avec une psychologue, moi après, Frédéric Balland, pour ne pas la nommer, qui était la première psychologue qui rentrait au 36 quai des Orfèvres et avec qui j'ai travaillé en tant que négociateur à la BRI. Là, ça a fait un bien fou. Il est évident que les collègues qui ont vécu le Bataclan ont eu besoin de psychologues pour y aller. Il y a un feuilleton aujourd'hui série qui en parle. C'était important, le psychologue pour les flics. Mais il y a quelques flics qui veulent pas de ça parce qu'ils considèrent il y a un côté un peu macho aussi dans certaines brigades. Alors que moi, j'ai toujours considéré qu'on était avant tout humain, quoi. Est-ce que dans votre pratique des soins, vous avez eu à guérir psychiquement des gens, même des collègues? Alors, bon, peut-être que c'est délicat. De les écouter. C'est délicat à parler, mais est-ce que vous avez eu l'intention de les écouter, de les soulager de certaines... Niveau psychique, hein. Oui, j'entends bien. Oui, parce que physique, vous avez largement prouvé vos capacités, on va dire. Mais oui, au niveau psychique, il y en a eu quelques-uns qui sont venus à moi pour évacuer des choses. Et ça a marché? Vous avez senti que vous avez aidé? Oui, et j'ai le retour. J'ai pas senti. J'ai même leur retour en disant ça m'a fait un bien fou de venir te voir. Voilà. Mais après, l'être humain est particulier, vous le savez tous, que c'est, on est tous des individuels. On a une capacité à s'unir, mais on a une capacité énorme à devenir un. Oui, absolument. Je voudrais revenir à votre livre. En première de couverture, il y a un banderole qui m'interpelle. Oui, de Frédéric Pechnard, ancien directeur général de la police nationale. Et Frédéric, il m'a dit, mais je t'autorise à mettre ça, tout ce qui est écrit dans ce livre est vrai, parce que Frédéric a été un des premiers lecteurs de mon livre, en dehors de ma compagne. Je crois que Frédéric a été le 2e lecteur de mon livre, et il en est... il m'a dit, mais tout ce que tu as écrit est vrai, parce que... Et justement, il n'y a pas quelques secrets inavoués encore, hein? Oh, il y en a encore beaucoup, mais alors si je peux me permettre, Georges, si vous venez d'employer un terme secret, ce qui est secret reste secret. Oui, c'est vrai. Et ça ne sera jamais divulgué. Voilà. En revanche, il n'y aura pas de tome 2 alors. Peut-être un tome 2, mais
sur des choses Oui. que je peux Raconter. raconter. Il y a des choses mais il faut pas fantasmer non plus. Hein. C'est pas des choses où on a enterré quelqu'un au fond du jardin. Oui, c'est pas oui, ça. bien Voilà. sûr, bien sûr. Il y a des actions qui sont menées et qui doivent être menées de manière discrète et Mais vous n'avez et pas eu efficace. un jour la tentation d'aller un petit peu trop loin pour obtenir la vérité, de franchir une ligne rouge, par exemple? Non. C'est quoi la ligne rouge? La ligne rouge, ça s'appelait quoi? C'est l'annuaire, quoi. Annuaire. L'annuaire. Le Bottin, Monsieur Bottin. Ouais, c'est ça. c'est ça, Oui. c'est Bottin. Monsieur Bottin a existé dans la police nationale à une époque, Oui, c'est on a certain. vu ça, ouais. Elle a existé, c'est indéniable. Il faut pas dire le contraire. Mais ça fait Oui. très Une autre longtemps. époque. C'était une autre époque. Une autre Moi, époque. je suis arrivé, j'ai vu apparaître le Minitel. Donc, Monsieur Minitel ne tombait pas forcément sur la tête du délinquant. Bon exemple. Ouais, oui, Voilà, donc à ce moment-là, c'est pour vous dire, là, dans les années 70-80, on a abandonné ce côté-là. Et c'est pour ça que je m'insurge contre les gens qui disent qu'il y a des violences policières comme si c'était systémique, comme s'il y avait quelque chose d'une pratique régulière. Mais non, arrêtons. Il faut... cette violence policière, elle existe, elle existe, c'est indéniable. Mais il faut voir comment elle est utilisée. Après, si elle est mal utilisée, si on retombe, forcément, il y a de tout. Forcément, dans les animateurs radio, il y a des escrocs, il y a des voleurs, il y a des pédophiles, il y a toute Dans les animateurs radio? Mais certainement. Non, pas dans les animateurs radio. Mais certainement, comme dans les employés de banque ou dans tout ça. Dans la police, c'est des gens issus de la société. Bien Elle sûr. représente toute la société. Et quel regard justement sur la nouvelle génération de la police actuellement? Plus difficile qu'avant? Bah, Nettement plus difficile. le parce banditisme aussi, il a changé. Hein. vous avez raison, le banditisme a changé et la vision qu'on peut avoir sur la police, c'est quand même une vision elle évolue, elle s'adapte à chaque fois. On oublie que vraiment l'adaptation de la police, c'est sa plus grande force, c'est de s'adapter. Justement, je suis content que vous utilisiez le terme adapté. Parce que je vous ai écouté sur 2-3 interviews et j'ai remarqué que vous utilisiez beaucoup adapter et adopter. Oui. Et que souvent vous usiez le jeu de mots adopter, adapter. Oui. Et c'est bizarre parce que quand j'ai lu votre livre, je me suis dit c'est quand même presque un résumé de sa vie. Adapter. C'est 2 mots. Oui. C'est 2 mots. Mais quelque part, vous avez raison. Parce qu'on a l'impression déjà que vous avez été quasiment un enfant adopté, Oui. Ah oui. Ah quasiment, Oui. et que tout votre parcours, c'est une adaptation à la vie. Et j'ai toujours été adopté par les collègues qui Et m'accueillaient à donc, chaque fois. moi, je ne sais pas, mais ces 2 mots m'ont frappé. Je me suis dit, c'est bizarre, en plus, on a l'impression que... Et donc, voilà. la police, mais vous faites bien de me le noter, c'est la première fois qu'on me note ça. Mais je rebondis là-dessus, la police, elle s'adapte et elle adopte. Exactement, c'est ce qu'on dit. La police Absolument. s'adapte aux situations et elle adopte une attitude par rapport à la situation. Oui, c'est ça. Donc, Ouais. c'est Mais c'est aussi vous, ça. C'est aussi vous-même. C'est mon parcours. Robert Martin. Oui, c'est mon parcours. Ouais. Je le reconnais. Là, vous me faites prendre conscience que effectivement, ma vie, c'est adapter et adopter. Exactement. Très bon psychologue, mon ami Christian. Je ne dirais pas ça. Vous avez une phrase aussi dans ce livre. Je ne suis que le transmetteur de quelque chose ou de quelqu'un de bien plus grand que moi. Ah oui. J'aime beaucoup cette Je modestie. ne suis rien du tout dans le système. Vous savez, il y a une phrase. Une énergie. Comment voyez ce quelqu'un de plus grand que vous? Il y a une phrase que le groupe Louise Attaque emploie, ne jamais se prendre pour un homme important. À une fin d'une chanson, je ne sais plus laquelle, c'était au début des Louise Attaque, il y a c'est répété plusieurs fois. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré en moi. Ne jamais se prendre pour quelqu'un d'important. Celui qui se prend pour quelqu'un d'important, c'est pas le bon. Voilà, c'est pas dur. Il faut rester On est d'accord. humble devant le système. Et le côté... Vous qui avez quand même fréquenté tellement de politiques, mais il y en a qui sont... Il y en a qui sont capables de ça. Oui.
Ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Il y en a qui sont capables de ça. Il y en a qui sont capables d'une belle humilité. Ah. Et qui sont... Vous savez, on comprend tous que j'ai protégé Édouard Balladur. Bah Édouard oui, Balladur oui, était un forcément. homme hautement estimable. Ouais. Nicolas Sarkozy, avec tous les ennuis qu'on lui occasionne là, et ainsi de suite, Il s'est un petit on peu l'accable. occasionné aussi, Oui, hein. peut-être. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui, moi, à mon niveau et à ma connaissance, et quand j'étais très proche de lui, est quelqu'un de très honorable et très respectable. Ouais. J'ai aussi noté que vous étiez quand même quelqu'un qui, Arletty disait fatalitaire, mais je dirais fataliste. C'est-à-dire que, en fait, vous savez, il y a une phrase qui dit qu'un sage dit toujours oui. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir toujours dit oui à la vie? Alors, j'ai toujours dit oui à la vie, mais je sais dire non aux gens, Oui. aux personnes. Non, mais je veux dire oui. Oui à la vie en général. Oui j'ai à la toujours- vie en tant qu'initiatrice. Hein. Oui, non, mais j'entends bien comme ça. Voilà, Je vous réponds, je pense, le plus correctement possible. La vie, avec un grand V, je lui dis oui en permanence. La vie, elle m'a toujours mis sur le chemin. Donc je respecte cette vie-là. Je respecte Alors, ce choix. je vais Et ça, je mets oui. En revanche, j'arrive à dire non. Je vais jouer mon taquin. Là. Titus, Oui. le chien de Balladur, Oui, qui finalement met à genoux un flic. oui. C'est tout ça. à fait. Il met à genoux Un flic. un flic. Non, Que- on remet le contexte, On remet le contexte. en reprise. En fait, vous étiez chargé de la responsabilité. Je sécurité. faisais partie de la sécurité d'Édouard Balladur. J'étais affecté au GSPR, ça raison, s'appelle. GSPM, pardon, et groupe de protection, groupe de sécurité du Premier ministre. Et on était sur Chamonix, où Édouard Balladur avait une résidence là-bas. Ouais, En balade. C'est là où est enterré Titus, d'ailleurs. Et en balade, il y a... ça, vous me le prenez. Je vais vous raconter quelque chose. Et après. en balade, on se retrouve sur un chemin de randonnée et Titus fait une mauvaise rencontre Son avec un chien, de ses donc, confrères. un sétaire. Oui, oui, le chien de Balladur. Voilà, qui était un sétaire, fait une mauvaise rencontre avec un autre confrère et ils se battent. Et j'interviens pour séparer les deux chiens parce que c'était plus possible. Donc j'y vais et Titus me fait tomber et j'ai rupture des ligaments croisés antérieurs sur le genou Mais bon, droit. l'événement en soi, ce qui m'intéresse, moi, parce que pour vous, qu'est-ce qui vous a apporté cet événement? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'après tout cet événement, bon, ça peut arriver à tout le monde, est-ce que il a changé quelque chose pour vous? Est-ce que vous y voyez le poids de la providence? Oui. Étonnamment, Dans quel sens? Étonnamment, j'ai reçu un livre qui s'appelle les anges gardiens de Jovanovic. Oui, je l'ai Qui lu. m'a- Pierre Jovanovic. Pierre Jovanovic, on m'offre sur Que vous l'existence n'auriez peut-être pas eu le Belle temps de synchronicité, lire. Voilà, belle synchronicité. belle on va dire. synchronicité, et Ouais. puis on m'offre ça sur l'existence des anges gardiens. Je connais plus le titre exact, c'est dans le livre, Oui. et je fais le parallèle entre les flics anges gardiens des personnalités avec ce livre-là. Après, qu'est-ce que ça m'a occasionné? Peut-être un peu plus de Reconnaissance, sympathie. Ouais. de sympathie, peut-être, ou être un peu plus proche de Monsieur Balladur, qui, lui, se considérait fautif, quelque part, de cette chose-là, alors que c'était la vie. Alors, juste Mais vous savez, il y a plein d'accidents comme ça qui peuvent nous arriver. c'est ça, oui. Après coup, on se dit, Mais pourquoi? quelle chance! Oui, Mais voilà. quelle chance! C'est là où je disais. Quelle chance d'avoir eu cet accident! Ouais. Alors, Même juste- même si vous perdez un membre, Juste quelque part, vous devez vous dire, mais quelle chance j'ai eu! Juste une petite parenthèse, Georges, tu le couperas si ça ne t'intéresse pas. En fait, Titus en question, il a été enterré à la Lanterne, qui est la résidence donc, des premiers ministres à l'époque. Maintenant, c'est la résidence présidentielle. Et quand M. Juppé est arrivé, la première chose qu'il a faite, c'est de faire déterrer Titus. Et il habite dans une boîte, il l'a donné à Balladur, et Balladur l'a tient enterré. Ah, d'accord. Voilà. Eh ben, tu nous l'apprends. Voilà, On te C'est remercie. extraordinaire cette histoire-là aussi, parce Je que savais franchement, Oui. oui, non, c'est bien, ils ont peut-être Et des en- choses. Et Juppé, ça date quand même de quelques années après la mort de Titus. Il ne doit pas rester grand-chose Ben non, mais de il a Titus pas dû dans la terre. il a Les pas dû ossements. il a pas dû supporter que la Absolument. Alors dites-moi là, vous, est-ce que vous avez déjà deviné quelque chose sur une personne sans qu'elle parle?
point de vue... Ici, tu veux dire? Ah ben oui, justement. Non, Parmi nous, est-ce que vous ressentez quelque chose ou pas? non, je joue pas à ce jeu-là. Ouais. Non, Mais c'est je veux assez pas. intrusif ce jeu-là, finalement. Mais vous savez, j'ai la particularité, Georges, Ouais. lorsque je soigne quelqu'un, il y a des fois on me demande, on me dit est-ce que vous pouvez soigner un tel et ainsi de suite, et je dis demandez-lui s'il m'autorise. Très bien. Très Je bien. ne prends jamais l'initiative Bon, de soigner quelqu'un. J'ai tenté. Oui, mais c'est bien vu. Mais vous voyez, c'est cet aspect-là, surtout. Quelque part, je crée mon propre code de déontologie. C'est en normal. disant, je ne veux pas aller normal. voir... C'est la personne qui doit vous demander. voilà. C'est tout à votre honneur. Je préfère que ça soit la personne qui me sollicite plutôt que... C'est tout à votre l'inverse. honneur. Alors, il y a énormément d'anecdotes Oui, dans oui, ce oui, livre. oui, Je les ai savourées, les unes plus incroyables que les autres. Et puis, vous avez découvert qu'il y avait un autre Robert Martin, là. Ah, ça, c'est une belle, une belle Je l'ai découverte. découvert avant vous. Hein, Eh ben, moi, parce que je suis allé à Arcachon avant vous. Eh ben, je Ah suis- ouais Ouais. Incroyable. Le chef des guérisseurs. Ouais, Oui, ouais. Robert Martin, chef des guérisseurs. Je me suis demandé qu'est-ce que c'était que cette Quelle statue. histoire. Et c'est quand même extraordinaire. Et quand je le raconte dans le livre, c'est de prendre conscience que je rencontre cette personne-là Réincarnation. non, parce qu'il est mort en, En 65 Ah ou oui, non, 66. c'est pas possible. alors. Je suis né en 58. Ouais, c'est vrai, ouais. Cherchez pas, j'ai 67 ans, je vois que vous calculez. Bon, donc, le voilà. dis pas. Donc, Vous les faites pas, en tout cas. c'est gentil. Non, mais peu importe. Donc, Robert Martin, chef des guérisseurs, est mort en 66, si mes souvenirs sont bons. Pour moi, c'était un immense inconnu. Je raconte dans le livre comment ça me vient d'aller là, et je rencontre sa famille. Le jour où je suis là-bas, je rencontre sa C'est propre extraordinaire, hein, descendance. ce genre d'événement. C'est- Ouais. cette relation qui peut se faire, cette force qu'il y a, mais c'est Une synchronicité. Ouais, ça m'est arrivé aussi une fois. Voilà, Ouais. c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, ouais. Puis il y a d'autres histoires là. On parlait d'extraterrestres là. Et cette fameuse Nathalie, on va pas tout Nathalie. dévoiler parce qu'il y a un tas Nathalie, d'anecdotes. Je reçois quand même beaucoup de... Enfin, je reçois des personnes qui... ça a été une période d'ailleurs, et c'est étonnant, j'en reçois moins là actuellement, une période de personnes qui venaient à moi et qui se sentaient différentes, on va dire. Et la perception que j'ai de Nathalie, ce que j'ai entre les mains, je touche pas les gens quand je soigne debout. J'ai quelque chose de très étrange entre les mains et je perçois cette forme et je lui décris cette forme et là, elle tombe presque les larmes aux yeux parce que elle me dit mais c'est comme ça que je suis. Donc elle se voyait comme ça mais sans jamais se l'avouer. Et alors j'aimais une supposition, après on va me traiter de fou mais peu importe, on me traite déjà peut-être de charlatan ou peut-être de fou, mais j'ai accès parfois à des gens qui viennent me voir et qui ont une antériorité de vie d'un autre monde et qui arrivent ici Ça, c'est quand même de la médiumnité. Ah mais oui. C'est cette perception que vous avez Peut-être. au-delà des apparences. Peut-être. Ouais. Mais voilà, et je crois aux extraterrestres, oui. Je crois réellement... Et au monde parallèle. Au monde parallèle, je crois à tout ça, je crois... Alors pourquoi tant d'épreuves sur Terre? On peut se dire, Dieu existe, mais pourquoi on nous inflige autant d'épreuves? Est-ce que ce sont des épreuves? Ah ça, vous allez nous le dire. Je sais pas, non, pour moi, c'est pas... Ce sont des expériences. Pour certains, certaines, on peut les considérer comme épreuves. Comme un karma. Après, des parents qui perdent un jeune enfant dans des conditions épouvantables ou enfin, les drames de la vie. Moi, j'incite les gens à croire que c'est pour un bien. C'est compliqué à expliquer à quelqu'un qui vient de voir son enfant qui a été fauché par une voiture ou autre. Mais se dire, il y a un bien derrière. Moi, je suis intimement positif. On ne peut pas me le reprocher, ça. Je suis intimement dans le côté,
s'il se passe ça, c'est triste, c'est épouvantable, c'est horrible au vu de la vision humaine, mais qu'est-ce qu'on est? Ma conception, c'est le monde est tellement grand, il est constitué de 3000 pièces de pulpe, on n'est qu'une petite pièce, on ne connaît que les 4 pièces autour, les quelques pièces qui sont autour de nous. Le reste du tableau, on ne le connaît pas. Tout à fait. Est-ce que le fait qu'il se passe quelque chose sur cette petite pièce, ça joue pas un peu plus Une bas répercussion. ailleurs, Mais dans un autre vous êtes monde? persuadé que le bien va triompher à la fin? Oui, Tout le temps? Oui. Toujours? toujours. Ouais. Vous savez, je suis d'une génération... On n'est pas regardez, C'est pas Dark Vador, alors. non, mais moi je suis d'une génération où on regardait les cow-boys. Oui, moi aussi. Et les gentils gagnent Kit toujours à la fin. Carson, au Palon Cassidy. Les gentils gagnent Ils toujours sont à la pas fin. très gentils, les cow-boys, ils ont tué des Indiens. mais bon. Ils gagnent tout. Les Ouais, gentils ils gagnent toujours à la fin. C'est vrai. Les gentils gagnent Il toujours y à avait la un fin. sens de la morale, quand même, Voilà. qui était... Mais moi, je crois à ça. Je crois sincèrement que dans la nature humaine, même s'il y a des pires, noirceurs. s'il y a les pires choses qu'on peut voir dans l'être humain, Malheureusement. il y a un côté lumineux dans l'être humain. Il y a un côté il faut y croire, il faut être là-dedans, il faut se dire, il y a des gens, je vous l'accorde, on parle de Guy Georges, il est irrécupérable. C'est irrécupérable un être comme ça. Complètement. Mais l'âme de Guy Georges. Mais l'âme de Guy Georges, qui a vécu ça, Grand point d'interrogation. est-ce qu'on sait pourquoi elle a voulu vivre ça? Dans ma conception, elle a voulu vivre ça. Moi, j'ai pas de réponse, mais je peux pas l'accabler. Alors, j'ai bien aimé la référence que vous faites dans le livre à Dolores Cannon. Oui. Parce que c'est quelque chose qui m'a touché quand j'ai lu son livre. Vous pensez qu'elle est dans le vrai, Dolores Cannon? C'est-à-dire, Dolores Cannon pense que des âmes s'incarnent sur Terre parce que la Terre a besoin de lumière et que finalement, ces âmes-là sont là pour apporter cette lumière-là et pour essayer de combattre... Dolores Cannon reprend la définition elle l'explique mieux que moi sur le fait que d'autres êtres venant d'autres planètes peuvent s'incarner ici avec une antériorité et une connaissance supérieure de ça. Ça rejoint le concept que j'ai de dire on a quelque chose de lumineux. Est-ce que ces gens-là, dont vous êtes, je pense. Je sais pas. Mais moi, je pense. Enfin, je suis terrien, vous voyez là. J'ai pas le souvenir de vie antérieure. Est-ce que vous pensez que ce sont plutôt des veilleurs ou des éveilleurs? Est-ce que ce sont des gens qui veillent sur une flamme qui ne doit pas s'éteindre? Ou est-ce que ce sont des gens qui éveillent à autre chose? Ouais, alors, personnellement, je crois que je dois avoir un ego surdimensionné parce que je me considère comme étant... un éveilleur ou un veilleur? Je pense, ou les deux. Ni l'un ni l'autre, je suis un phare ou une lanterne. Vous savez, j'ai une grosse lanterne à la main, une très très grosse lanterne. Vous éclairez. Et les gens viennent, et avec leur lampe à huile, ils viennent prendre la lumière, et puis ils partent dans la forêt. Et là, dans la forêt, ils vont éclairer une autre lanterne. Oui. Et cette lanterne-là va permettre à d'autres de venir. C'est plus cette notion de diffuser la lumière. Donc, éveilleur, peut-être. Éveilleur. Peut-être éveilleur, peut-être. Les deux. Mais comme je veille sur ma propre lumière, je suis peut-être veilleur aussi. Georges, si tu permets... on a quelques minutes, on arrive presque au terme de l'émission. C'est passionnant, c'est dommage. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour veiller sur sa propre lumière? Pour qu'elle ne s'éteigne pas, pour qu'elle ne soit pas submergée par l'horreur de la vie, tout ça. Une crise de la foi. Tout ce que vous avez fait, finalement. C'est la foi. La foi a cette force au-dessus de nous. Oui, mais on est quand même attaqué en permanence, peut-être même sur tous les plans. Peut-être. Vous n'avez jamais eu de doute? Non. Non, mais vous n'avez jamais senti de... Je n'ai pas de doute sur ce que je viens de vous dire, que pour moi, je crois réellement à cette force supérieure. Non, mais d'accord, mais après qu'on vienne me dire qu'elle n'existe pas, je l'admets, peut-être pour certains, je ne veux pas rentrer dans la tête des gens. Mais pour moi, il y a quand même bien des exorcistes, par exemple, à l'église. Il y a bien quand même un rôle de protection. Il y a bien des gens qui attaquent. Donc vous avez été un défenseur de la société. Mais pour se défendre soi-même contre des attaques, mettons psychiques, par exemple, comment est-ce qu'on fait, finalement? Vous n'avez jamais ressenti autour de vous quelque chose qui aurait pu vous porter à mal, mais qui n'est pas de l'ordre du de mauvaises ondes. De mauvaises ondes. Mais
ressentir du mauvais chez certains, oui, je l'ai ressenti, oui. Ouais. Je ressens des mauvaises ambiances dans des endroits où on se trouve. Rassurez-moi, ici, bonne ambiance. On est bien là. Ici, Bon, on est... Pourtant, il y en a eu des gens qui sont passés ici. Mais oui, certes. Mais visiblement, ils n'ont pas laissé beaucoup de traces. Tant mieux, tant Donc, mieux. ça Tant va. mieux, tant Donc, mieux. ça va. Non, votre endroit est formidable, mais aussi grâce à votre présence. Vous nettoyez aussi, et grâce à votre énergie, vous nettoyez également tous ces Mais lieux. vous ne répondez pas à ma question. Comment est-ce que vous vous êtes protégé? Est-ce que vous vous êtes protégé déjà? Je me suis fait attaquer. Je décris dans le livre, je me suis déjà fait attaquer. Je me fais attaquer de manière régulière. Je me confie. Je me confie totalement. Je fais confiance, encore une fois, à cette... ce que je dois... Je vais mourir comme tout le monde. Hein. Ouais. Tous ici présents, on va tous mourir. Hein. Oui. Donc, c'est pas un scoop, hein, on va tous mourir. Donc, mais je fais confiance à ce qui me dirige là-haut. Mais il y a deux épisodes qui sont quand même extraordinaires dans le livre. C'est quand vous dites que vous prenez un individu et que l'individu, il vole carrément. Oui. Je sais pas, je n'ai pas bien compris d'ailleurs. Mais, Mais, cette force-là, cette force existe. Oui, c'est ça. Cette force existe. Cette force Et on le voit bien à travers des récits de personnes qui sont poursuivis, qui franchissent des obstacles, qui multiplient leur force. qui multiplient leur force, oui. qui arrivent à soulever des voitures, Et qui arrivent à soulever des voitures parce que leur être cher est Mais en dessous. peut-être et que de la finalement, soulève. vous avez une telle protection naturelle que vous n'avez même pas besoin, vous, de vous poser la question de la protection. Quoi. Peut-être Ouais. que... Vous n'avez mais jamais été blessé? Oui, si, j'ai été blessé. La preuve sur le chien, là. Le chien, Voilà. j'ai eu d'autres blessures. J'ai été blessé au cou, à l'œil. J'ai reçu un coup de couteau. Enfin, bon, voilà, j'ai été blessé. Mais bon, voilà. Fort heureusement, vous êtes là. Bon. Voilà. Oui, enfin, encore une fois... Porteur d'un beau message. Pour répondre, En plus. franchement, cette envie de dire... faites confiance. Et ce qui compte quand même avant tout, c'est cette notion d'amour. Moi, je termine beaucoup par l'amour, parce que l'amour, c'est ce qui va peut-être nous sauver. C'est ce qui va sauver. Il faut quand même le dire honnêtement, c'est un message assez rare, malgré tout. On l'entend très peu ici. Vous savez. Mais c'est d'autant plus méritoire. Mais Oui. c'est cet amour-là qui sauvera, qui va sauver. Même si, encore une fois, quand je parle de ça, on me dit, mais... T'es dans un monde de bisounours. Non, je sais pas. Je sais dans quel monde je suis. Je sais dans quel monde d'horreur on peut être. Mais dans tout ça, il y a de l'amour. Cherchons l'amour. Voilà. Servir et guérir. Servir et guérir. Voilà. Deux mots importants. Je pense sur ce magnifique message que vous nous avez transmis. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. L'heure qui est à partir. Ah oui, hélas, on pourrait rester des heures et des heures à discuter. Merci. Voilà, très sincèrement, on remercie les personnes qui ont assisté à cette émission. Bébel, Amina, Fabienne et Chantal au reportage photo. Merci à nos auditeurs et internautes. Et on se donne rendez-vous pour une autre émission. Avec grand plaisir, Georges. De l'étrange. Oui. Avec, j'espère, une autre personnalité. Mais on n'en doute pas. C'est certain. Le rendez-vous est pris. Merci à vous. Merci. Robert Martin. Merci, et j'espère à très bientôt. Merci. Merci à vous tous. Bienvenue sur les sentiers de l'étrange, présenté par Georges Tussin et Christian-Jacques Attard, pour tous les amateurs de mystères et de phénomènes inexpliqués.